Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information du 20h du 18 mai 2023. C'est toujours un réel plaisir de vous informer. Tout de suite, on regarde les titres de l'actualité. Voiries urbaines, la route de Bikele-Zong fait sa mue. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour la livraison des travaux. Et puis, Ascension, les catholiques célèbrent la montée de Jésus vers le ciel. Note sportive, Ligue des Champions, le Real Madrid éliminé après une domination outrageuse de Manchester City. Le goudron a vu le jour à Bikele, c'est dans le 3e arrondissement de la commune de Ntoum. Le souhait des populations de cette zone n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Regardons cet élément signé Jessica Ndjoa. Les habitants de Bikele-Nzong peuvent circuler aisément en raison de la réhabilitation de la route. Ici, ils ont longtemps attendu l'arrivée du goudron. Je suis dans la joie. L'ouverture, c'est 24 sur 24 maintenant. Oui, je reçois, pardon, Seigneur. Dieu est fort. Pour la route, pour nous, là, on est à l'aise. Le caniveau, l'eau, pour passer là, c'était tout un problème. Il y a des fois, on enlève même, si tu as une panne comme ça, là, tu enlèves que si tu peux marcher avec la culotte que l'eau. C'était dangereuse. Fin de calvaire lié à l'état de la route qui causait énormément de difficultés. Il ne reste que des souvenirs. On attend beaucoup d'autres choses. On espère qu'il y a déjà la route, il y a déjà le développement. Il y a les écoles même là-bas déjà. On peut déjà inscrire nos enfants parce que nous qui habitions là, nous étions obligés de même encore sortir avec nos enfants parce qu'aller jusqu'en zone, c'était carrément, franchement, un combat, le parcours du combattant. On préférait encore inscrire nos enfants en ville que les amener au lycée de Zon où on essayait également de préserver nos véhicules. Une preuve que le plan d'accélération et de la transformation est en bonne voie, aussi bien à Libreville que dans la commune de Ntoum. Ceci permet d'améliorer les conditions de vie de la population. On reste à Bikele, mais cette fois-ci pour parler du manque d'eau potable, une situation qui dure depuis plusieurs années et qui laisse les populations de cet endroit dans le désarroi. On regarde. Un liquide précieux, mais en manque à certains endroits depuis belle lurette, à l'exemple des habitants des alentours du stade de Nzong qui peinent à s'approvisionner en eau potable dans ce quartier du 3e arrondissement de la commune de Ntoum. Bon, il faut comprendre qu'au niveau du stade de Nzong, à cette partie-là, il y a des compteurs qui n'arrivent pas au domicile de tout un chacun. Donc les gens sont obligés de se déplacer de leur domicile pour pouvoir se procurer un peu d'eau à leur propre compteur. Donc c'est vraiment un peu difficile pour eux. Mais au niveau de la cité de Mine, au niveau de la cité Bakor, c'est tout à fait tranquille. Il n'y a pas de souci d'eau. Le projet Pied-Pal, initié par les membres du gouvernement gabonais en vue d'améliorer la qualité de desserte en eau potable, devrait permettre à la population de bénéficier de ce précieux liquide. Dans la commune de Ntoum, à Libreville, à Kanda et au Vindo, plusieurs ménages sont en attente. Pour la population gabonaise en général, les habitants de Bikele-Nzong en particulier, l'eau à l'intérieur des logements ou à proximité est un véritable changement de conditions de vie. Pour cette partie de la population qui fait face au manque d'eau, c'est donc une sonnette d'alarme, une prise de conscience mise en avant. Faire chemin seul, c'est la décision prise par le syndicat national des retraités du Gabon et l'association nationale des retraités. Une décision qui fait suite, je cite, au double jeu d'un groupuscule de syndiqués. Regardons cet élément de Alexandre Mbando. Vous êtes d'accord? Oui. L'heure n'est pas à la sérénité entre l'association nationale des retraités du Gabon, le syndicat national des retraités du Gabon et d'autres entités syndicales chargées du suivi du dossier des pensions retraite. C'est du moins ce qui ressort de l'Assemblée générale tenue ce mercredi à Libreville. Pour les retraités, il y a anguille sur roche. À quel niveau nous avons affaire aux gens? C'est un roublard dans ce pays. Ils nous ont amenés jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, on est étonné de voir que le rapport est en tout. Les retraités du Gabon fustigent notamment la manière dont la commission a été mise en place. Vous mettez en place une commission, il faut un arrêté. Il faut qu'il y ait un arrêté signé qui met en place la commission.
Mais ils ont fait une commission, là où on a simplement appelé les gens comme au village. Comme dans un mandat, toi viens ici, toi viens ici, toi viens ici, et puis on statue. Face au micmac autour du dit dossier, la NAREG et le SINAREG invitent leurs adhérents à la vigilance. Dites à ceux qui ne sont pas venus qu'il y a deux plateformes unies qui vont parler des retraités et rien que des retraités. C'est la NAREG et le SINAREG. Les autres qui vont parler des retraités le feront de manière frauduleuse. Et le retraité qui va oser aller là-bas va se tromper de piste. Faut-il le rappeler, la pension retraite est égale à 40% du salaire mensuel moyen de l'assuré au cours des 3 ou 5 dernières années, selon le cas favorable. Le montant majoré est de 1% pour chaque période de 12 mois de cotisation effective au-delà. Célébration de la fête de l'Ascension dans les différentes paroisses du Gabon ce jour. Notre rédaction s'est rendue du côté de la paroisse de Sainte-Marie pour comprendre le sens de cette fête. Ruth Matsanga nous fait le point. Ils étaient des centaines de fidèles à prendre part à la célébration de l'Ascension à l'église Sainte-Marie. Dans leur homélie, les fidèles se sont exprimés sur le symbole de cette fête. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Ascension. L'Ascension, c'est 40 jours après Pâques, la montée de Jésus-Christ au ciel, pour nous préparer les places vers le Père. Lui-même, il a dit, je vais vers le Père pour préparer les places pour tout le monde. Donc, ce sont ces places que le Christ est allé préparer au ciel, qu'on appelle l'Ascension. La fête de l'Ascension, il y a des célébrations qui se passent dans toutes les paroisses, dans tous les diocèses du Gabon et du monde entier. Donc l'Église catholique a solennité cela, c'est un dogme que l'Église catholique a solennité la fête de l'Ascension. La montée du Christ vers le ciel témoigne aujourd'hui de la liberté totale des croyants à travers le monde. Une occasion pour de nombreux fidèles d'exprimer leur joie. L'Ascension, c'est d'abord la montée du Christ. On voit que tout le monde est en blanc et que les gens sont en joie. Pour l'Ascension, je pense que la fête a été réussie parce que l'église est pleine, que les gens viennent beaucoup quand il s'agit des fêtes. Bon, quand la fête est terminée, on ne voit plus vraiment les chrétiens. Mais... Rappelons aussi que l'Ascension a permis à l'église primitive de se bâtir et de répandre l'évangile dans le monde entier. La fête de l'Ascension est une fête qui commémore la montée de Jésus-Christ vers le ciel et qui s'inscrit également dans le prolongement de la fête de la Pâque et annonce la Pentecôte. Lorraine Biengue y était. L'Ascension qui rappelle l'élévation de Jésus est célébrée partout dans le monde. Au Gabon, pour certains Gabonais, cette fête cause également plusieurs handicaps. Un handicap, là par exemple, j'ai envie de prendre un peu de crédit pour appeler un de mes collègues pour lui faire part de ce que je ferai aujourd'hui. Et je voulais aussi prendre quelque chose de quoi me désaltérer en fait. Mais je n'ai pas pu parce que malheureusement les structures commerciales sont fermées. Et pour d'autres, les précautions sont prises la veille. Nous devons nous attendre à ça, se ravitailler peut-être à la veille parce que les jours fériés, c'est un jour de repos, c'est décrété par la loi, donc c'est normal que les commerces, les activités soient un peu fermées. Lilian Clovis n'a pas hésité à interpeller ses frères et sœurs gabonais à un changement de mentalité sur la pratique des petits métiers. Ce qui fait ça, bon, moi, c'est certainement le complexe, mais il faudrait qu'on commence à se débarrasser de ce complexe-là. Parce que je ne comprends pas qu'un Ouest Africain arrive avec son panier sur la tête, c'est pas une cuvette, il arrive à faire des sauts métiers, nous on n'arrive pas à le faire. Donc pour solutionner ce problème, il faudrait que nous Gabonais, on apprenne à nous débrouiller. Dit-on toujours, il n'y a pas de sous-métier, car cette situation devait interpeller plus d'un. Après plusieurs jours du démarrage du début de l'enrôlement dans notre pays, certaines insuffisances émaillent le bon déroulement de cette opération. Ce qui fustige plus d'un, Alexandre Mbando nous en dit un peu plus. 10 jours après le début de l'opération d'enrôlement, la mayonnaise tarde à prendre malgré le dispositif mis en place. Une situation que déplorent les futurs scrutateurs. Donc on est venu faire
le rôle de tout citoyen gabonais. Voilà, donc je suis venue pour m'enrôler. Mais bon, pour moi, ça s'est bien passé. Mais au niveau de mon frère, ça ne s'est pas bien passé parce qu'il y a eu des erreurs en machine. Et quand nous avons voulu, du moins, à ce que ça soit modifié, on nous a demandé de passer le mois de juin. Donc, ce que nous, on n'a pas considéré comme bien, parce que normalement, un travail fait à l'ordinateur, c'est quelque chose qu'on peut modifier avant d'abord directement de valider d'abord. C'est mieux souvent de présenter d'abord la fiche à la personne que est-ce que c'est vraiment ça les informations. Autre limite par rapport à cette opération, le nombre de bureaux d'enrôlement mis à la disposition des nouveaux votants. On va dire qu'avec l'affluence qu'il y a quand même, il y a quand même quelques manquements, surtout au niveau de ceux qui viennent s'inscrire pour la première fois, s'enrôler pour la première fois. On va dire qu'ils ont maximisé les bureaux sur ceux qui font, on va dire, qui changent de lieu de vote. Mais bon, ceux qui votent pour la première fois, il y a très peu. Il y en a 4 sur, je sais pas, pour une population assez nombreuse. Donc c'est assez difficile pour... C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup d'affluence, il y a une longue queue. Pour les usagers, il y a urgence d'agir. Là, on se dit que c'est encore les débuts. Beaucoup de gens, on va dire qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens, il n'y a pas trop d'affluence pour l'instant. Mais vers la fin ou quelque chose comme ça, je veux dire que ça va devenir une grosse cacophonie parce que s'ils ne maximisent pas au niveau des bureaux, des nouveaux, parce qu'il y a des personnes qui jugent utile de voter maintenant alors qu'ils ne l'avaient jamais fait. Donc on va dire qu'on est en train de partir sur un taux, réduire le taux d'abstention, d'accord. Mais si évidemment les choses ne sont pas faites, il y aura un gros taux d'abstention en réalité. Faut-il le rappeler, l'opération de révision des listes électorales a débuté le 9 mai et s'achèvera le 7 juin 2023. 190 centres de révision sont ouverts sur l'ensemble du territoire national. Le 16 mai à Libreville, la Haute Autorité de la Communication du Gabon et la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle du Maroc ont signé un partenariat pour renforcer leur collaboration, s'articulant autour de plusieurs axes. Celui-ci concerne les problématiques communes aux deux pays, liées essentiellement au secteur de la régulation des médias. Maya Medza pour le point. À Libreville, le 16 mai, la Haute Autorité de la Communication du Gabon et la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle du Maroc ont, via leurs représentants respectifs, signé un partenariat. Une convention cadre qui devrait renforcer la collaboration et l'efficacité de ces deux instances africaines de régulation. Partenariat que nous souhaitons gagnant-gagnant se donne à lire dans les problématiques communes liées au secteur de la régulation des médias. Il doit revêtir, à mon sens, plusieurs axes, dont celui de renforcer nos échanges et mutualiser nos expériences communes sur les grands enjeux de la régulation audiovisuelle et numérique. C'est donc dans cette optique que les deux pays se sont engagés communément à étendre leur coopération sur plusieurs points. La construction de paysages médiatiques éthiques, pluralistes, libres aussi, ça ne se décrète pas et ça ne s'importe pas, cela se construit. Et pour cela, nous devons encore une fois avoir l'expertise, améliorer nos atouts, améliorer nos outils et partager une bonne pratique en termes de régulation. Je voudrais devant vous féliciter le président Guillaume Savou d'avoir donné un dynamisme exceptionnel en peu de temps à la présence multilatérale de l'AAC du Gabon. Les axes non moins importants contenus dans le partenariat qui lie l'AAC et l'AAK conclus pour une durée indéterminée et qui ne peuvent être révisés que par contentement mutuel entre les deux instances de régulation. Étendu sur une superficie de 15 hectares, le nouveau port sec de la zone d'investissement spécial de Coq est prête à accueillir 2500 et 3000 conteneurs par mois, selon le ministre de la Promotion des Investissements, Hugues Badinga, qui était sur les lieux. Maya Medza nous en dit un peu plus. Le ministre de la Promotion des Investissements, Hugues Badinga Madia, a visité le nouveau port sec de la zone d'investissement spécial d'Onkok. Le membre du gouvernement était accompagné de l'administrateur général Anne Kenebio et du directeur général du Gabon spécial économique Aglawa Moït.
Cette infrastructure qui permet de connecter la zone d'investissement spécial d'Ongkok au port de Vendo par voie terrestre est, selon le ministre de la Promotion des investissements, un outil stratégique d'accélération de la performance de ce parc industriel multisectoriel. Elle va permettre de décongestionner le port de Vendo, de fluidifier le trafic dans la ville, de réduire les délais d'exportation de la production des opérateurs économiques, mais également faciliter l'acheminement des besoins en équipement est une plus-value sur l'ensemble de la chaîne logistique. Le port sec est un élément supplémentaire d'attractivité des investisseurs à la ZIC d'Ongkok. Pour le gouvernement, l'objectif d'accroître les performances de la ZIC d'Ongkok, qui représente aujourd'hui plus de 40% des exportations du pays, avec 144 entreprises implantées à ce jour. On passe à l'actualité hors de nos frontières pour parler du 3e sommet des parlementaires africains de la politique climatique et l'équité organisé par le Parlement africain en collaboration avec l'Alliance panafricaine pour la justice climatique a eu lieu du 16 au 17 mai en Afrique du Sud. Ce sommet tournait autour d'une transition juste répondant aux aspirations de développement et aux réalités économiques africaines. Regardons cet élément de Sidela Niman. L'événement autour de la politique climatique est destiné à fournir une plateforme aux parlementaires, aux responsables gouvernementaux, aux experts, aux organisations de la société civile et aux autres parties prenantes pour partager des idées, échanger les meilleures pratiques et explorer les moyens de relever les défis urgents du changement climatique. Le docteur William Ruto, président de la République du Kenya et président du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique, s'est exprimé lors de ce sommet. Il a rappelé que l'Afrique possède 30 à 40% des minerais du monde, y compris ceux dont dépend la transition vers l'énergie verte. Notre continent a le potentiel d'éliminer plus de 300 millions de tonnes de CO2 par an grâce à des solutions basées sur la nature. William Ruto souligne également l'importance d'investir massivement dans le marché africain des énergies renouvelables qui pourrait devenir le premier contributeur mondial à la lutte contre les émissions de gaz carbonique. Un prix du carbone de $50 par tonne pourrait générer plus de 15 milliards de dollars de recettes, créer plus de 85 millions d'emplois et améliorer des millions de vies. Tout ce que nous devons faire, nous le disons au monde, nous avons nos atouts. Nous sommes prêts à avoir un engagement gagnant-gagnant. Nous avons le plus grand potentiel d'énergie verte, les ressources les plus importantes. Le Parlement panafricain cherche à créer une masse critique d'acteurs capables de conduire le développement durable et l'action climatique sur le continent africain. Un engagement climatique de haut niveau identifiera également un programme africain commun dans le processus d'inventaire mondial et dans le compte à rebours de la COP28, ainsi que le rôle que les parlementaires peuvent jouer. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies intensifie rapidement ses opérations au Soudan, atteignant chaque jour des milliers de personnes supplémentaires dont la vie a été bouleversée par les combats en cours. Regardons cet élément de Ornella Mbazangia. Quelques 843 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du Soudan depuis le début du conflit. Le Programme alimentaire mondial intensifie ses opérations pour soutenir les communautés nouvellement déplacées et d'accueil, ainsi que les réfugiés préexistants et les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Le Programme alimentaire mondial aide également bon nombre de plus de 250 000 personnes qui ont fui le Soudan vers les pays voisins. Jusqu'à présent, le Programme alimentaire mondial nourrit plus de 300 000 personnes à l'intérieur du Soudan. Nous n'avons jamais rien vu de tel. La violence et les tirs, les balles et les débris entraient dans nos maisons. Le sol tremblait. Un missile est tombé sur la maison de notre voisin. C'est ce qui nous a fait peur et nous avons senti que nous devions partir. Il n'y avait ni eau ni électricité, ni lait pour nourrir mes enfants. Il n'y avait plus rien pour nous là-bas. Alors nous avons été forcés de partir. Le Programme alimentaire mondial se mobilise pour venir en aide à 4,9 millions de personnes vulnérables au Soudan.
et à des milliers d'autres qui ont fui vers les pays voisins. Les gens quittent Khartoum parce qu'il n'y a pas de nourriture, pas d'eau, pas d'électricité. Et il y a des niveaux d'insécurité très élevés. J'étais hier dans un centre d'accueil de réfugiés à la frontière où les gens ont marché pendant 4, 5, 6 jours depuis Khartoum. J'ai rencontré une femme, Rebecca. Elle est partie avec 21 enfants. Elle était assise dans ce centre d'accueil avec pratiquement rien, seulement ce qu'elle avait pu transporter, et elle ne savait pas vraiment ce qui allait suivre. Au Soudan du Sud, le Programme alimentaire mondial fournit des repas chauds aux nouveaux arrivants, ainsi que des dépistages nutritionnels pour les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes. L'Organisation internationale pour les migrants fournit une assistance humaine, une protection des informations aux personnes en transit dans le Darien Gap en mettant à l'échelle sa présence aux frontières avec la Colombie, le Costa Rica et le Panama City. Regardons. Au fil des années, le Darien est devenu un point de transit commun pour les migrants se dirigeant vers le nord. Pour 2023, les derniers chiffres dépassent largement les chiffres élevés de 2022, lorsque 258 000 personnes ont fait la traversée tout au long de l'année. Beaucoup sont mal équipés pour le trek de 2 à 10 jours, au cours duquel au moins 137 migrants sont morts ou ont disparu l'an dernier. À ce point d'atterrissage, nous accueillons environ 700 à 1000 personnes par jour et nous leur fournissons des informations de base sur les services qui leur sont disponibles lors de la migration. Parmi les migrants nouvellement arrivés se trouve Luisa Maria Laya, une mère vénézuélienne, voyageant avec ses 2 enfants et son mari. Ils ont vendu tout ce qu'ils avaient pour acheter de la nourriture et ont fait une partie du trajet en autostop. Quand nous avons commencé notre voyage dans la jungle, c'était difficile parce que ni mon mari et moi, ni mes enfants, n'y étions habitués. C'était difficile. Elle ajouta: L'important est que nous soyons arrivés vivants parce que beaucoup de gens là-bas pensent que c'est un jeu. Cette année, des migrants de plus de 40 nationalités ont traversé le Darien Gap. Ils viennent de pays américains, asiatiques et africains, tels que le Venezuela, Haïti, l'Équateur, la Chine, l'Inde, le Cameroun et la Somalie. On boucle ce journal avec du sport. On parle Ligue des Champions. Au terme d'une prestation grandiose, Manchester City a éliminé le Real Madrid par 4-0 en demi-finale. Retour de Ligue des Champions, c'était le 17 mai. Les Mancuniens rejoignent l'Inter de Milan en finale. Ce sera le 10 juin du côté de Istanbul en Turquie. Une deuxième finale pour Manchester City en 3 ans. Après un match aller accroché un but partout, les Mancuniens ont étouffé très vite le Real Madrid. Pendant les 20 premières minutes, les Madrilènes n'ont pas vu le jour avec seulement 3 passes réussies dans la moitié du terrain anglaise. À la demi-heure de jeu, City a affiché 4,22% de possession, une domination qui s'est heurtée à un immense Thibaut Courtois doublement héroïque face à Haaland. Mais le leader de Première Ligue a continué de pousser et a finalement fait sauter le verrou madrilène sur une incursion de Bernardo Silva dans la surface madrilène. 1-0 à la 23e minute. Mené, le Real Madrid a failli se remettre à flot sur une frappe lointaine improbable de Toni Kroos qui s'est écrasé sur la barre d'Ederson à la 35e minute. Mais la réalité du soir est venue les plomber quelques minutes plus tard sur un doublé de Silva. 2-0 à la 37e minute. L'écart était fait, logique et finalement plus important en fin de match avec un but de Militao contre son camp après une tête d'Akanji. 3-0 dès la 76e minute. Puis sur une nouvelle réalisation de l'entrant Julián Alvarez, 4-0, le Real Madrid éliminé en demi-finale. Manchester City peut donc savourer sa qualification pour la finale. Point final à cette édition d'information. Restez toujours fidèles au programme de TV+. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h s'il plaît à Dieu. D'ici là, portez-vous bien.